Alors, chers amis téléspectateurs amoureux de francoculture, je vous souhaite la bienvenue. Vous voyez déjà, nous sommes dans le décor. Je suis avec Giovanni Aina. Giovanni Aina, ce n'est pas la première fois que vous venez à MNN. Je vous souhaite la bienvenue. Merci, cher. Merci. Vous êtes béninois, vous êtes résident à New York. Parfaitement. Dès aujourd'hui, vous avez choisi et venu au studio parce que nous avons entamé une série de chroniques que vous allez animer. Oui. Donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nouvelles technologies, l'éthique et l'administration publique. Oui, oui. De quoi s'agit-il exactement? En fait, ce thème que nous allons aborder aujourd'hui va mettre en exergue comment est-ce que les technologies de l'information et de la communication, les nouvelles techniques, en fait, peuvent aider l'administration à mieux servir les administrés, les Béninois. Donc, au niveau de la performance, de l'efficacité, de l'efficience, et même au-delà de cela, au niveau de la réduction de la corruption. Alors, comment ça se passe? Que devrait-on retenir en tout? Parce que vous avez donné une idée générale, mais de quoi il s'agit exactement? Oui, il s'agit exactement de commencer progressivement à éloigner le demandeur du service et le fournisseur du service. Voilà. Donc, il faut passer à un niveau où on pourra mettre un écran chez le demandeur et un écran chez le fournisseur. Donc, celui qui veut avoir accès à un service de l'administration publique ne sera plus obligé d'aller vers l'administration avant de demander le service. Et aussi, l'administration ne sera plus obligée d'être en contact avec l'administré. Ce qui va permettre facilement d'avoir des échanges de données informatisés entre eux et faciliter la production des services. Alors, je comprends ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous évitez en éliminant ce contact? Oui, il y a l'aspect du traitement automatique des données. Parce qu'on a remarqué qu'il y a la lenteur dans l'administration. Et si on introduit les nouvelles technologies, les processus iraient plus vite. Oui, les processus iraient clairement plus vite. Et il y aura moins de contacts. Parce que plus le processus va vite, plus les gens n'auront plus besoin de venir voir ceux de l'administration, leur demander pourquoi je n'ai pas eu ci, pourquoi je n'ai pas eu ça. Et à force de venir voir les fonctionnaires, là, il y a création de corruption, au fait. Oui, il y a plus de corruption. Je sais que nous allons on parle de quelques détails un peu plus tard dans notre entretien, mais est-ce que vous pensez que l'Afrique, je sais que les pays du Nord ont déjà fait beaucoup d'avancées, que l'Afrique en général est prête pour une utilisation d'éthique qui peut... Est-ce que nous sommes à ce niveau-là? Oui, parfaitement. Le monde est petit actuellement. Et il faut deux éléments essentiels pour y arriver. Il nous faut l'Internet, il nous faut l'électricité. Donc, si nous avons ces deux éléments principaux, nous pouvons quitter de là où nous sommes actuellement, où nous n'avons presque rien, et passer au même niveau que les pays développés. C'est tout simple à faire. Il suffit seulement que ceux qui nous dirigent décident réellement de passer à cela. Alors, vous avez parlé d'Internet, vous avez parlé d'électricité. On a vu beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils créent des organisations non gouvernementales et puis ils vont en Afrique, tout le monde veut apporter la lumière, tout le monde veut apporter l'Internet. Et est-ce que parce que moi, je suis un peu pessimiste par rapport à cet aspect-là. Est-ce que nous sommes prêts? Oui, nous sommes prêts pour le faire, nous sommes prêts. Voilà. Le problème, c'est que dans le processus de marché public, il y a beaucoup de fraude. Ce qui fait que nous avons des entreprises qui n'ont pas de compétences, qui viennent en Afrique, qui disent qu'elles sont compétentes et donnent un peu de sous par-ci et par-ça et comme ça arrivent à avoir les marchés. Et l'on remarque après que lorsqu'ils commencent les travaux, ça ne marche pas, ça pète et puis tout l'argent est disparu. C'est comme ça. Donc, c'est bien possible, tout ça, c'est bien possible. Il faudrait simplement que les cadres de l'administration définissent vraiment des critères très spécifiques par rapport à ces projets d'électricité et d'Internet, et le tout sera très bien fait. On vous sait très passionné des questions d'éthique et l'implication d'éthique dans l'administration publique, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux et tout. Bon, parlons concrètement. Si on prend par exemple les ministères de la Justice, les ministères des Finances, par exemple, dans notre pays, alors
dites-nous un peu comment cette implémentation peut se faire. Au ministère de la Justice, la première chose, lorsque vous allez au ministère, par exemple, pour demander un service, on vous demande de payer. Oui. Alors, vous payez, vous donnez les sous, on vous donne un petit reçu. Ça, c'est déjà à bannir. Parce que ce petit reçu, quelqu'un peut aller voir un imprimeur à côté, le fabriquer. C'est ça. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Lorsque vous rentrez dans le processus administratif, il vous donne un petit reçu, au fait, qui n'a pas vraiment de valeur en matière de sécurité de données. Ensuite, vous introduisez vos dossiers au niveau du greffe ou bien du procureur, puis tout du système. Vous n'êtes pas informé par les nouvelles technologies de la date de votre procès. Il faudrait que vous reveniez au tribunal et vous leur demandez c'est quand mon procès. C'est quand mon procès, ils vont vous dire d'aller voir les affichages. Or, avec les nouvelles technologies, les gens peuvent être informés au fur et à mesure de l'évolution de leur dossier, de la date des procès, du report de procès, de ci et de ça, avec leur portable ou bien leur téléphone, leur tablette. C'est tout simple. Au-delà de cela, il y a les services au niveau du greffier. Je prends les extraits de casier judiciaire. Okay. Il faudrait que le procès, les réformes soient faites de telle sorte que l'on puisse rester chez soi et demander un extrait de casier judiciaire. Ah oui, c'est bien possible, mais avant qu'on y en arrive, il faut que l'on ait un système fiable des Béninois. Il faut qu'on ait un répertoire national qui comprend tous les Béninois, tous ceux qui sont Béninois. Vous parlez d'un recensement? Non, ce n'est pas un recensement, un répertoire numérique de tous les Béninois. J'ai vu ça dans le programme des 5 ans du président Talon, là aussi. Un répertoire de tous les Béninois, de telle sorte que lorsque tu as envie d'avoir un service, tu n'as plus besoin d'aller voir quelqu'un, mais que tu utilises tes identifiants pour demander facilement le service de ci ou de ça. Et pour y arriver, il faut aussi que les gens aient des pièces d'identité nationale. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, Et c'est le fichier national, la base des services administratifs. Il faut que, déjà, lorsque les enfants commencent l'école, qu'ils aient une carte d'identité nationale. Ça va nous aider progressivement à résoudre aussi le problème des cartes d'électeurs. Parce qu'on a 18 ans, on n'a pas de carte d'identité, on n'a pas de carte d'électeur. Donc, si très tôt, on commence à fabriquer les pièces d'identité nationales, pour les Béninois, je pense que le problème de carte d'électeur, au bout de certain nombre d'années, sera définitivement clôturé. Oui, j'ai noté que vous avez dit qu'on peut rester, par exemple, on pourrait rester à la maison et demander un extrait de casier judiciaire. Donc, ça doit faire appel à des compétences sur le plan informatique. Il doit avoir Internet à disposition. Et on sait ce que vaut l'Internet dans nos pays. Oui, vous savez, c'est une démarche. C'est une démarche. C'est une démarche progressive. Voilà. Vous voyez, nous avons accusé beaucoup de retard et il ne serait pas facile de faire un bump comme ça, par un coup de machine, non. D'accord. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, Chams, il y a beaucoup de gens qui ont accès à l'Internet. Grâce à leur portable et au réseau mobile, beaucoup de gens ont accès à l'Internet. Et dans les différents programmes que j'ai vus consulter, je ne sais pas si les gouvernements vont y arriver, c'est de pouvoir connecter d'autres régions du Bénin, même des régions rurales, à l'Internet. Donc si cela est fait, je pense que les Béninois pourront facilement bénéficier des services. Voilà. Une autre question toujours dans cette rubrique-là. Est-ce que les cadres qui sont directement concernés par ce genre de réforme dont vous parlez au niveau du ministère de la Justice, est-ce qu'ils sont au courant qu'on pourrait évoluer de cette façon-là? Oui, ça, c'est un autre problème. Oui. C'est un autre problème parce que les décisions, ce de quoi nous parlons, ça doit venir réellement de la tête. C'est ça. Autrement dit, ça doit venir de la présidence de la République. Voilà. Il doit avoir une direction stratégique, il doit dire nous voulons moderniser l'administration parce qu'ils l'ont beaucoup dit, ils l'ont tellement dit, mais on ne voit pas les effets de la modernisation. Donc s'il y a l'impulsion qui vient du haut, c'est-à-dire de la présidente de la République, et puis l'on s'y met réellement, c'est bien possible. C'est bien possible qu'on puisse y arriver. Alors on a parlé du ministère de la Justice, on pourrait aussi parler du ministère des Finances. Oui, le ministère des Finances aussi, c'est un très grand ministère où la modernisation, ça peut prendre beaucoup de temps.
Mais progressivement, on peut y arriver. Je prends le cas, la même chose qu'au ministère de la Justice que j'ai dit, parce que c'est l'observation d'abord. Lorsque vous allez quelque part, il suffit de commencer à observer et vous allez voir les différentes failles des systèmes. Alors, vous allez au ministère des Finances, vous garez votre voiture ou bien vous êtes à vélo, on va vous donner un ticket de garde vélo. Alors, ce ticket de garde vélo, dites-vous que plusieurs autres personnes l'ont manipulé avant vous. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les recettes liées au garde vélo ne sont pas maîtrisées. Donc, il faut des tickets automatiques. Un ticket, une personne, une moto. Ça, c'est le premier point. Lorsque vous rentrez au ministère des Finances, vous voyez beaucoup de gens dans le ministère des Finances. Vous vous demandez qu'est-ce qu'ils viennent faire. Vous voyez des retraités, ils viennent de très loin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire au ministère des Finances? Non, on se demande. Il faut, lorsque vous regardez, vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils viennent faire au ministère des Finances? Ces retraités, par exemple, ils viennent de Tangueta, ils viennent de Sakété. Pourquoi? Parce qu'il a introduit son dossier. Mais il n'a aucune information dessus. Or, entre-temps, on l'a coupé son salaire. Donc, il est obligé de venir tout le temps au ministère des Finances. Or, si nous mettons la technologie, toutes les informations, on peut même aller jusqu'au tracking de son dossier. Comme nous avons ici pour les MEI, il introduit son dossier à Sakété ou bien à Cobert ou bien même à Malanville. Il a le tracking number de son dossier et il saura mon dossier aujourd'hui c'est ici, mon dossier aujourd'hui c'est ici, mon dossier aujourd'hui c'est dans tel département, mon dossier ici c'est dans tel département. Donc il n'a plus besoin de venir au ministère des Finances. Ça, c'est des évolutions au fait que nous avons déjà ici, que nous utilisons tous les jours, mais que nous pouvons aussi apporter chez nous au Bénin. Récemment aussi, j'ai vu le ministre des Finances, oui, il parlait du contrôle physique des fonctionnaires. C'est ça. On n'a plus besoin de certificat de vie et de charge, parce qu'un certificat de vie et de charge, pour l'avoir au Bénin, tu n'as pas besoin d'être vérifié par quelqu'un. Tu restes à la maison, tu remets l'argent à quelqu'un, on t'envoie le certificat de vie et de charge qui prouve que tu as vie, tu es en vie, tu as des enfants, tout ça. On peut passer aux empreintes digitales. Donc, pour vérifier si les gens vivent réellement, il suffit qu'ils viennent poser les empreintes et puis c'est fini. Parce que toutes ces empreintes ont été déjà prises plusieurs fois. Oui. Lors de la LEPI, lors de réalisation des cartes d'identité. Donc, ils n'ont plus besoin d'aller chercher des certificats de vie et de charge. Il faut juste poser vos empreintes et puis on sait que vous êtes vivant. Et ça, il y a beaucoup de choses au fait au ministère des Finances. Alors, avec tous ces jeunes avec qui vous parlez ici, ces réseaux de jeunes leaders et avec qui vous travaillez, vous réfléchissez, est-ce que vous avez un canal pour pouvoir dresser ces réformes-là au niveau du gouvernement pour que ça soit pris en compte? Oui, parfaitement. Nous sommes en cours parce qu'il y a plusieurs idées qui émergent. Ça ne s'arrête pas, ça ne finit pas. Oui. Donc, nous voulons associer d'autres personnes des autres États, que ce soit à Washington, Maryland et puis en Californie, afin que ce soit un document consolidé. Très bien. Oui, parce que moi, je ne voudrais pas, avec ceux qui sont à New York, envoyer un document, deux autres aussi envoyer un document. Donc, nous sommes en train de mettre ensemble les données afin de présenter un plan, en fait, réel de ce que toute la diaspora ici et ceux qui sont aux États-Unis veulent apporter pour le gouvernement actuel. Ouais. Et on a parlé du ministère des Finances et il y a également, par exemple, je donne un autre exemple, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de problèmes au niveau des impôts, par exemple. Quelles sont les idées que vous avez déjà eues dans ce sens-là? Oui, au niveau des impôts, je pense qu'on va passer progressivement à une dématérialisation. Certes, c'est un peu compliqué, c'est un peu cher, mais progressivement, on peut y arriver. Je prends les déclarations. Vous savez, au Bénin, les gens ils peuvent avoir leur entreprise à Lokossa et être à Cotonou. Et lorsque tu veux payer les impôts, tu es obligé de te déplacer pour aller faire la déclaration à Lokossa et payer tout ça. Mais je pense qu'avant même de passer à ce qu'ils appellent ici le paperless, on peut, avec les banques, faciliter le paiement des impôts. Vous faites vos déclarations, vous envoyez à l'inspecteur ou bien au receveur, celui qui est chargé de cela, et vous demandez à votre banquier de faire facilement un virement. Ça, c'est déjà un premier point, faciliter le paiement des impôts. Parce que ce que les impôts ils veulent l'argent et la déclaration. Donc, vous leur envoyez un email de la déclaration et vous faites suivre l'argent juste après avec les banques.
Autre chose que nous avons toujours au niveau des impôts, c'est les attestations fiscales. Aujourd'hui, lorsque vous demandez une attestation fiscale, il faut que 3 personnes signent. Ça quitte un autre service, ça va à un autre service, ça va à un autre service. Alors que lorsque le système est entièrement informatisé, en 5 minutes, vous pouvez avoir une attestation fiscale. Parce qu'il suffit qu'il rentre votre numéro d'identifiant unique, et puis il saura si vous êtes en règle ou pas. Donc, il imprime ici. Donc, vous pouvez faire une demande d'attestation fiscale le matin et facilement la retirer le soir. Et je pense qu'au niveau du ministère des Finances, il y a aussi des sociétés d'État aussi qui peuvent quitter là où elles sont et aller bien plus loin. Je prends le cas de la Sonacop récemment, où le directeur qui est parti, il parlait des coupons ils ont des coupons, des tickets valeurs. Des tickets valeurs, oui. Ouais. Ils ont des tickets valeurs. Ça, c'est déjà dépassé. Depuis 2007 ou 2008, il y a la société Orix qui est venue au Bénin avec des cartes de paiement pour les stations. Donc, on pourrait recharger les cartes. Aux ayants droit. Aux ayants droit facilement. Voilà. Donc, l'État dit, ça c'est le budget affecté au carburant, et dans les bénéficiaires de montants bénéficiaires, et les sociétés de carburant se chargent de transférer les fonds sur les cartes, et puis les autres utilisent. Donc, les étapes où on utilise du papier que l'on déchire, tout ça, c'est dépassé, vraiment. Oui. Alors, vraiment. Chers amis, vous qui nous suivez en ce moment, je suis avec Giovanni Aina. Giovanni Aina, résident ici à New York, et qui est venu donc nous parler un peu d'éthique et de l'administration publique, un sujet qui le passionne et qu'il est déjà en train de développer sur les réseaux sociaux. Alors donc, c'est une série de rubriques ici, au niveau donc, de Franco-Culture, qui démarre comme ça, qui parle un peu donc, de la façon dont la diaspora béninoise ici et africaine en général peut participer à changer les choses en Afrique. Alors, si on introduit l'éthique dans l'administration et tout ça, et même aux États-Unis ici, nous savons que nous sommes confrontés à ce système de vol de données sur Internet. Et quelles sont les mesures que vous avez déjà prévues pour la sécurisation des données dans des pays comme les pays d'Afrique? Oui, ça c'est un point vraiment important, la sécurité informatique. Je pourrais dire que déjà lors de la mise en place, lors de l'analyse des données, il faudrait déjà penser au meilleur moyen de sécuriser les données. Oui. Il faudrait déjà penser au meilleur moyen de sécuriser les données. S'il faudrait que certains, à des postes de responsabilité, utilisent les marques de la pomme, c'est-à-dire les apps, oui, pour plus de sécurité. Et s'il faut former, parce qu'il faut former les gens, les fonctionnaires aussi à l'usage. Par exemple, vous voulez envoyer des mails, vous voyez le conflit ici actuellement avec Hilary où elle a utilisé ses mails personnels. Donc, il faut les former aussi, oui, les fonctionnaires, à utiliser le serveur. Tout ce qui est professionnel doit être utilisé dans un domaine professionnel. Vous voyez? Et on peut aller au recrutement des experts en matière de fraude, qui soient des certifiés Cisco, Isaka, Amazon et tout ça. C'est ça. Le but étant de renforcer le côté sécurité. Parce que n'importe comment, la sécurité informatique, c'est comme toute autre sécurité. Oui. Vous êtes ici, vous avez des ordinateurs, vous êtes dans votre maison, vous avez des bijoux. Oui. Vous devez protéger vos bijoux. Absolument. La même chose lorsque dans un milieu informatique, vous avez des données, oui, vous voulez sécuriser les données. Donc, toutes les mesures doivent être prises afin que ces données soient vraiment... Même ici à MNN, il y a tout un département qui s'occupe de la sécurité. Oui. Donc, c'est très important. Donc, ce sont des recommandations que vous avez prévues dans votre document et tout ça là. Alors, donc, on peut même, parce qu'on a vu qu'on peut même faire appel à des hackers pour vous aider. Est-ce que c'est des choses qui sont vraies? Les hackers, c'est vrai, ça se fait. Il y a des gouvernements qui l'ont fait. Actuellement, les sociétés privées aussi le font. C'est-à-dire, lorsque vous faites votre cartographie des risques, oui, vous faites la cartographie des risques avec probabilité et puis impact, oui,
vous appelez maintenant des hors-la-loi. Peut-être qu'ils ne sont pas des hors-la-loi, mais c'est des gens qui facilement... Ils sont intelligents. Ils sont intelligents et facilement peuvent basculer dans le hors-la-loi. Oui. Okay? Donc, vous les appelez, vous leur demandez de venir voir si ce que vous avez fait, c'est bon. C'est ce que le président Sogolo avait fait en 92, il me semble bien, en appelant Nubiyoyo, où les gens avaient dit comment est-ce qu'un président peut faire appel à un bandit. Oui. En fait, c'est parce que lui étant de l'autre côté, il peut voir en fait facilement les failles du système formel. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, quelque part, ça peut aider. Ça peut toujours aider. Alors, Giovanni Aina, et voilà, donc nous allons parler, et je sais que vous allez revenir plusieurs fois nous dire un peu comment ça évolue, et ce travail que vous avez commencé par faire avec vos pairs. Mais parlant du Bénin, pendant qu'on parle d'éthique, revenant au Bénin avec les nouvelles réformes, réagissez par rapport à la suppression des TV, par exemple, au niveau de l'administration publique. La suppression des TV, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que l'objectif du gouvernement, c'était de concentrer les fonctionnaires sur leur travail. Mais ça doit aller au-delà de ça parce qu'aujourd'hui, nous avons Internet. Oui. Donc, tu peux regarder la télé sur Internet. Tu peux faire Facebook, tu peux tweeter, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donc, il revient au-delà de la suppression des télés. Il revient aux administrateurs de réseau de verrouiller, pourquoi pas. On peut bien le faire, on peut verrouiller les réseaux sociaux pendant certaines heures. Voilà. Ça va créer un peu de bruit, mais ça va passer après. Donc, de 8h à 12h30 ou bien de 15h à 18h30, vous touchez Facebook, ça ne s'ouvre pas. Vous touchez Twitter, vous touchez certains réseaux et même des sites très vus de mots, tout ça, ça ne marche pas. Et on peut même verrouiller des sites de très peu de mœurs. Parce que vous avez dans les administrations, des gens s'amusent à visiter certains sites qui ne peuvent pas être normalement visités dans des bureaux. Donc, au-delà de la suppression des postes télé, il faut aller au-delà de cela et contrôler l'accès à l'Internet. Et je pense bien dans le temps, le président aussi avait parlé de contrôle du retard des fonctionnaires. Oui. Ça peut se faire aussi facilement avec l'éthique. Voilà. Oui, de façon digitale. De façon digitale, c'est plus simple. Parce que les cahiers que l'on met dans l'administration, lorsque vous y allez, je ne sais pas si vous avez fait un contrôle une fois dans l'administration, lorsque vous allez voir 7h58, vous allez voir une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes 7h58. Oui. Une personne. Ils sont arrivés au même moment, en fait. Ils étaient là au même moment. Voilà, c'est ça. Donc, c'est difficilement de voir quelqu'un qui vient à 8h10. Alors que simplement avec son doigt, s'il vient à 8h10, on saura qu'il est venu à 8h10. Il ne peut pas faire autrement. Alors donc, vous dites que c'est bon de supprimer les TV, mais une fois que c'est fait, il faut évoluer aussi vers la suppression de certains accès au niveau des ordinateurs, au niveau de l'Internet. Oui, surtout aux heures de service, on peut contrôler l'accès à l'Internet en supprimant les réseaux sociaux, des sites de mots, des sites bien consultés. C'est des choses connues des administrateurs. Au niveau des historiques de leur browser, on peut trouver tout ça. Et puis... Bien sûr. Je peux donner un exemple parce que moi, j'avais travaillé au call center de Nasuba il y a quelques années au Bénin. Donc, on avait l'interface. Il fallait rester sur l'interface client pendant l'heure où on travaillait. Alors, mais sur le même ordinateur, si vous êtes doué, vous pouvez aller sur Internet. Mais le superviseur peut contrôler à la fin de la journée si vous avez eu à toucher certains accès. Donc, ça peut se vérifier. Ça peut se vérifier. Et je vais vous dire, lorsque tout ça aussi rentre dans la performance de l'administration, je prends deux personnes qui travaillent. Je prends une secrétaire qui est dans une direction départementale à Lokossa. Et je prends une sage-femme qui est à Dassa, par exemple. La sage-femme, lorsqu'elle va au service à 8h, par exemple, elle a une dizaine de femmes qui sont déjà là, qui attendent pour la consultation. Donc, elle est occupée toute la journée. Mais d'un autre côté, vous prenez une secrétaire qui est dans une direction départementale ou bien dans un service quelque part. Elle ne reçoit pas du tout d'appels.
elle n'a pas de courrier à traiter. Donc, lorsque vous regardez ce qu'elle fait dans la journée, elle peut faire 1000 clics sur Internet. Bien sûr. Alors, 1000 clics successifs, 8h01, 8h02, jusqu'à midi, et puis elle reprend à 15h jusqu'à 18h, et elle rentre chez elle. Vous verrez clairement que celle-ci, elle passe toute sa journée sur Internet, bien sûr, alors que l'autre, elle passe toute sa journée à travailler. Donc, cela crée au fait une inégalité aussi dans la répartition du travail. Et tout ça peut être corrigé avec les nouvelles technologies. Et pour en arriver là, c'est que c'est un processus, ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que un projet, ce de quoi nous parlons, c'est un projet d'envergure. C'est ça. Okay? Certains l'appellent de bout en bout. Ça va prendre en compte tous les ministères. Okay? Ça prend en compte tous les ministères. Donc, il faudrait analyser les besoins de tous les ministères. Voilà. C'est une approche globale. Ce n'est pas que tu as parlé de la justice des finances. Non. La justice, ce n'est pas uniquement les finances. C'est le ministère de la Santé. S'il faut que les ordonnances soient électroniques, s'il faut que le dossier médical soit électronique, s'il faut que ils ont des feuilles qu'ils utilisent pour avoir accès aux hôpitaux. Ils appellent ça une prise en charge, c'est ça. Il faudrait que les prises en charge aussi soient transformées en des cartes électroniques. C'est ça. Oui, parce qu'une prise en charge au Bénin, lorsque tu l'as, par exemple, tu me la donnes, et on n'écrit rien dessus, c'est signé, c'est cacheté. Moi, je mets le nom de qui je veux dessus, j'envoie la personne à l'hôpital. Donc, la personne bénéficie d'un service public sans qu'elle n'ait réellement droit à ce service public. Alors, dans tout ce système-là, quelle est la part qui a été réservée à la corruption et à l'impunité pour que ce système, qui est un système un processus, puisse marcher un jour, quand vous savez que dans l'administration au Bénin, en Afrique en général, que nous avons la corruption et que nous avons l'impunité surtout, certaines personnes se croient avoir le droit de faire certaines choses. Alors comment et tout ceci peut impacter ce processus-là, qui est un processus salutaire, ce que vous êtes en train de dire là? Oui, je pense que c'est d'abord la tête. Oui. C'est d'abord la tête et au Bénin, progressivement, on sent une amélioration. Vous pensez? Oui, on sent une légère amélioration. Ça veut dire que la rupture, ça marche? Je ne sais pas nécessairement la rupture, mais il y a certaines personnes qui aujourd'hui sont contre la lenteur administrative et qui sont contre l'impunité. C'est ça. Quel que soit même ce qu'on dit par rapport à la justice béninoise, je vais vous dire aujourd'hui qu'on peut avoir un certain niveau de confiance qui n'est pas très fait par rapport à la justice béninoise. Donc tout ça, c'est possible. Et par les nouvelles technologies, le problème, c'est que la personne ne peut ne pas travailler. Je vous ai parlé, par exemple, d'un numéro de tracking. Oui. Où quelqu'un qui est à Tchabikouma, là-bas, va à la mairie, il dépose son dossier. On lui donne, par exemple, un numéro de tracking. Le dossier est transféré au ministère des Finances. Il y aura un délai pour que le dossier soit traité. Et si ce dossier n'est pas traité, à une date donnée, le système doit générer en même temps le nombre de dossiers qui n'ont pas abouti et envoyés au directeur. C'est-à-dire, je dépose mon dossier aujourd'hui, je dois avoir un résultat dans un mois. Si dans un mois, je ne suis pas satisfait, le système doit dire automatiquement au ministre et au directeur qu'il y a dans ton département, il y a 500 personnes qui ne sont pas satisfaites. Donc ça fait aussi appel à la conscience professionnelle. Oui, ça fait appel à la conscience professionnelle. Voilà. Et ils seront, étant donné qu'il y a des délais, oui, ils seront plus obligés de s'y mettre aussi. D'accord, nous allons conclure cette rubrique, cette chronique-là, et en parlant de la modification de la Constitution au Bénin, le mandat unique. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Comment ça évolue? De quoi il s'agit exactement? Le mandat unique. Oui. Ah, ça, c'est le côté politique, vraiment. C'est un côté politique. Vous êtes d'accord? Vous pensez que c'est ça qu'il nous faut? Ah oui. Bon, moi, d'abord, je pense que le mandat unique est venu des dérives du président passé. Okay. Parce que, au fait, le poste de président, c'est un poste politique. Mais à côté de la politique, tu dois t'occuper de l'économie, du social, du développement humain, tout ça. Mais pendant ces 10 dernières années, on a remarqué que, bon, il s'est mis tout le temps à faire de la politique. Il apparaît tous les jours à la télé, il va à chaque inauguration de pont, donc il n'a fait que ça. Donc au bout des 10 ans, on se retrouve avec plus de pauvres, parce qu'en 2016, on a plus de pauvres qu'en 2006.
ça veut dire que ça ne marche pas. Et si quelque chose ne marche pas, il faut corriger. Donc peut-être la solution, c'est de passer à un mandat unique. Et au-delà de cela, si vous voyez ici, par exemple, nous sommes dans un environnement qui parle d'innovation, de créativité. Moi, je pense aussi qu'au-delà des arguments techniques, il y a un leadership qu'on peut prendre en matière de mandat unique. Il faudrait qu'on fasse, peut-être pour que les autres viennent recopier. Il ne faudrait pas qu'on attende, parce que la manière dont les gens parlent souvent, je me dis que si la France avait 3 mandats de 5 ans, oui. Certains Béninois allaient dire non, qu'on ne peut pas avoir 2 mandats de 5 ans. C'est ça. Oui. Alors que récemment, j'ai entendu Arnaud Montebourg, il disait, parler d'un mandat de 7 ans, non renouvelable. Ce qui veut dire simplement que si nous ne le mettons pas, d'autres vont faire, et puis après, nous allons venir recopier, comme nous en avons l'habitude. Mais si nous avons de bons leaders, est-ce que le problème de mandat se pose? Le problème, le mandat, c'est un grand débat que les politiciens y mènent. Mais si la solution doit passer par là... Certains observateurs ont pensé que le président Talon a voulu faire un effet de publicité autour de sa personne en disant j'innove et moi, je montre que je ne veux pas rester au pouvoir, je fais un seul mandat. Mais d'autres observateurs disent il pourrait le faire, mais ne pas chercher à constitutionnaliser ça. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que ça peut toujours nous aider. Oui. Ça peut toujours nous aider parce que vous allez voir que lorsque vous êtes dans un mandat unique, vous allez vous concentrer plus sur le côté économique, social du pays. Parce que les pays africains en général, il y a certains qui ont plusieurs mandats. Au Togo, par exemple, tu peux être président à vie. Le Togo, ce n'est pas un bon exemple. Il suffit de continuer. Oui. Mais ceux qui sont dans un système de 2 mandats, d'un mandat renouvelable une fois, le premier mandat souvent est pris pour faire plus de politique. C'est ça. Ouais. Et il n'y a pas de mesures sérieuses, il n'y a pas de mesures rigoureuses, parce que l'on vise le second mandat. D'accord. Oui. Voilà, moi, je peux que vous dire merci, M. Giovanni. Et vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, Cham, c'est d'abord l'ambition politique. Et je pense que le président qui est là maintenant, il a un peu d'ambition. Le président Talon? Oui, on l'a senti depuis les élections parce qu'il avait un système d'information qui collectait les résultats. Certains même sont partis même jusqu'à dire que la Sénat ne répétait que ce que la cellule de Talon faisait. Oui. Donc, s'il y a l'ambition politique, le reste viendra progressivement. Le côté sécurité, il faudrait qu'on s'y attache beaucoup parce que même lorsque vous avez installé vos systèmes, vous avez mis les différents programmes pour vérifier les virus, tout ça. Lorsqu'il y a intrusion dans le système, ça peut vous prendre 3 mois, voire 6 mois même avant de savoir. Et dans certains pays, par exemple, si c'est aux États-Unis ici, ils vont chercher à garder la personne dans le système afin de le traquer. Ça, ils aiment le faire particulièrement ici. Donc, le mieux, c'est de mettre le maximum de mesures pour que nous ayons un système vraiment sécurisé. Côté finance, ne pas vouloir faire beaucoup d'emprunts sous-régional ou international pour pouvoir financer les projets. Il vaut mieux chercher des partenariats. Comme nous avons eu le MC au Bénin, l'Agence française de développement, les Allemands, tout ça, pour qu'ils nous aident par des partenariats à pouvoir financer le projet, même des appuis techniques facilement. Sinon, si nous allons dire, nous allons financer le tout nous-mêmes de nos poches, vraiment, ça sera vraiment compliqué. Merci. Et je pense que ce sera vraiment parce que nous sommes un pays pauvre. Il faut pas qu'on se mente, nous sommes un pays pauvre. Et ce qu'on a dit, c'est petit comme ça, mais c'est de beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, nous sommes un pays pauvre. Et je pense que si tout est mis en place, ça devrait aller. Ça devrait aller et les gens viendront nous voir bien plus que notre démocratie pour la modernisation de notre administration. Vraiment, merci beaucoup Giovanni Aina. Et ce ne sera pas la dernière fois. On ne sait pas, peut-être que ce sera mensuel ou bimensuel, ça dépend de l'urgence de l'actualité. Mais on verra bien. De ta disponibilité. Bien sûr, moi je mettrai ma disponibilité à ta disposition. Alors, chers amis de Franco Culture, c'était donc la toute première série d'une nouvelle rubrique qui sera animée par Giovanni Aina. Giovanni Aina, résident
béninois résident ici à New York. Donc, il est venu aujourd'hui pour nous parler d'éthique et de l'administration publique. Alors, restez connectés sur Franco Culture. Vous savez, on est toujours ensemble et à très bientôt. Bye bye.